Alors, c'est vrai que les chiffres sont têtus. Croissance, investissement, commerce extérieur, main-d'œuvre, l'Europe décroche. Les chiffres sont très clairs face aux Américains et face aux Chinois. Il se trouve que Mario Draghi, qui en son temps a sauvé l'euro, quand il était à la tête de la BCE, eh bien, tire la sonnette d'alarme parce que l'Europe, selon lui, est véritablement en danger. Bonjour Marc. Marc Vigneault, journaliste à l'Opinion. Super Mario donc, qui a rendu ce rapport, je ne l'ai pas dit, c'est 400 pages sur la manière dont l'Europe peut enrayer son déclin, qui est réel. Est-ce que ce décrochage vraiment, Marc, il est vraiment inquiétant? On est vraiment en perte de vitesse sur beaucoup de critères, à la fois face aux Américains, aux Chinois, sur la scène mondiale. Ah oui, oui, le décrochage est tout à fait impressionnant. Au début des années 2000, on devait avoir, je relis mes chiffres, l'écart de PIB entre l'UE et les États-Unis était de 15%. Aujourd'hui, on est à 30%. On voit bien que les entreprises à succès des États-Unis ont été créées dans les 50 dernières années, ont été créées assez récemment. Il y a toutes les entreprises de la tech, alors que nous, les champions européens, ben, ce sont des vieilles entreprises industrielles et on a du mal à faire émerger de nouveaux champions. On a des statistiques de productivité, donc c'est-à-dire ce qu'on arrive à produire en une heure de travail. Eh bien, ces statistiques de productivité sont très mauvaises. Ça veut dire que c'est en fait la productivité, c'est sur quoi sont assises nos hausses de salaire, hein. Donc ça veut dire que à long terme, sans coup de boost artificiel de l'État, eh ben, notre pouvoir d'achat en tant qu'Européens va ralentir si on n'arrive pas à améliorer notre productivité. D'ailleurs, on le voit hein, aujourd'hui, les Américains, quand ils viennent à Paris, ils ont l'impression d'être un peu les rois du pétrole, ils peuvent tout s'acheter, etc. Et quand nous, les Européens, nous, on va à New York, on trouve que tout est extrêmement cher et nos salaires ne suivent absolument pas le niveau des prix américains. Donc, ce déclin, il est palpable même quand on va faire un petit voyage aux États-Unis. Hmm. Après, il y a, encore une fois, il est comme le constat qui est alarmant, évidemment, et qu'on connaît. Après, il apporte des solutions, Mario Draghi. 170 propositions pour remédier à ce décrochage. Et en même temps, on ne va pas toutes les énumérer, mais ce sont souvent des mesures qu'on connaît. Et plus d'innovation, il faut décarboner, il faut de l'inclusion, il faut revoir, c'est intéressant, ça revoir les règles de concurrence en Europe. Il n'y a rien de révolutionnaire dans ce rapport, mais ce qui est important, c'est d'abord la clarté du constat et l'aura de l'homme et qui l'écrit et qui donc peut faire bouger les États membres. C'est, comme vous l'avez rappelé, David, l'homme qui quand il était à la tête de la BCE, a sauvé l'euro en disant je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, whatever it takes, pour préserver la monnaie unique. Et donc, il a un crédit immense, Mario Draghi. Et c'est ça qui est nouveau aujourd'hui, c'est que si le rapport vient de lui, ça pourrait faire bouger les chefs d'État et de gouvernement. Alors, il fait des propositions, notamment pour stimuler les technologies de pointe, la recherche euh, et la recherche-développement. Et son idée n'est pas très révolutionnaire, c'est de créer une DARPA à l'européenne. La DARPA, c'est l'agence qui finance la recherche et l'innovation en défense aux États-Unis et qui a permis en fait, de créer tout un écosystème d'innovation en partant de là. Et donc, c'est une agence qui regarde les projets de recherche et qui a suffisamment d'argent pour se dire, bah, tiens, je vais miser sur ce projet de rupture, je vais donner de l'argent à cette entreprise. Et puis, il faut le faire au niveau européen pour que l'entreprise puisse partir tout de suite dans tous les autres pays d'Europe. Un des problèmes du marché de l'Union européenne, c'est que son marché unique n'est pas achevé en fait. Quand vous avez une jeune entreprise, une start-up qui se lance en Europe, eh ben, elle fait face à différentes réglementations, elle fait face à différentes langues, elle fait face à différentes cultures, et il y a plein de points sur lesquels on n'a pas achevé le marché unique. On pourrait modifier la législation pour que quand une start-up se lance, bah, elle bénéficie du même marché aussi vaste que celui des États-Unis. Je crois qu'on sous-estime souvent la taille du marché comme, comme point très très important pour se lancer quand on est aux États-Unis. Et résultat, bah, nos licornes, qu'est-ce qu'elles font? Bah, il y a des chiffres cités par Mario Draghi qui sont importants, mais il y en a plein qui vont aux États-Unis pour se développer. Ouais. Après, tout ça a un coût pour restaurer la grandeur de l'Europe et mettre un terme et enrayer encore une fois ce décrochage européen. Ça a un coût, ça a un prix, c'est 800 milliards d'euros supplémentaires d'investissement. C'est 5 points de PIB, , chaque année. Est-ce que l'Europe en a les moyens?
Alors, il faudrait pas voir ça comme un chiffre d'investissement purement public où tout d'un coup les gouvernements sortent de la poche 800 milliards de plus par an. Voilà, et puis on est à l'échelle européenne, donc on a du mal à se rendre compte ce que ça veut dire 800 milliards. Mais en gros, oui, il faut que les entreprises et les États investissent plus, donc notamment sur le financement de la recherche, sur la défense. euh, et donc pour ça, bah, il faut des fonds. Ça nécessite des choses qui prennent 2 secondes à dire, comme une union de marché de capitaux, c'est-à-dire en gros l'accès à l'épargne des Européens pour financer les entreprises européennes. Bah, actuellement, on voit que c'est pas totalement ce qui se passe. Il y a un surplus d'épargne en Europe qui, bizarrement, va financer, pour Oui. simplifier, de la dette publique américaine. Donc c'est un peu bête et ça, bah, c'est très facile à dire dans un rapport, mais cela suppose de changer toute la culture d'investissement des Européens, hein. Si on vous dit il y a un produit sûr qui vous rapporte 3-4% par an, bon an, mal an, dans l'assurance vie, que c'est investi essentiellement en dette publique française, bah, qu'est-ce que vous voulez faire et qu'est-ce que vous allez faire? Si vous avez en plus une fiscalité ultra favorable, bah, vous allez le mettre dans votre assurance vie et puis vous n'allez pas forcément financer les entreprises européennes. Donc entre l'idée qui tourne depuis des mois et des mois, hein. On se rappelle, il y a quelques mois, Emmanuel Macron qui avait dit qu'il faut relancer l'union des marchés de capitaux, il faut y aller très vite. On lui a donné plusieurs noms. Il y a le gouverneur de la Banque de France qui pousse énormément pour cette idée. C'est l'idée de dire on ne pourra pas aller chercher que des financements publics. Il faut absolument puiser dans l'épargne des Européens pour financer des projets d'entreprise et donc investir de l'argent à long terme. Ça veut dire que votre épargne, elle ne peut pas être totalement liquide. Vous ne pouvez pas aller au guichet de votre banque, retirer votre argent du livret A si vous voulez qu'elle finance l'économie européenne et les entreprises. Et donc ça nécessite d'énormes réformes. Ça nécessite éventuellement aussi pour créer un marché commun, par exemple, d'harmoniser le droit des faillites. Aujourd'hui, il y a 27 droits de faillite d'entreprises en Europe. Donc vous voyez, c'est des réformes extrêmement complexes à mettre en œuvre. Est-ce qu'on finit là-dessus, Marc? Est-ce que Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et même tous les commissaires européens, dans le cadre de cette nouvelle commission, vont prendre au mot tout ce qui a été proposé, toutes ces réformes proposées par Mario Draghi, ne serait-ce aussi que pour financer des projets communs d'investissement via des financements en commun? Est-ce que la commission va pouvoir, la nouvelle commission va pouvoir appliquer tout ou partie de ce programme? Alors, ce qu'on n'a pas dit encore, c'est effectivement que Mario Draghi propose notamment un nouvel endettement commun un peu plus pérenne après celui qui avait permis de financer le plan de relance après la crise du Covid. Donc ça, c'est extrêmement controversé. Il y a plein d'États membres qui n'y sont pas favorables. Donc ça ne veut pas dire qu'ils vont prendre au mot. Ils savent très bien, dans le fond, que ça serait une des solutions. Mais d'abord, il faut trouver des ressources pérennes pour financer ces emprunts. Parce que si c'est pour moins emprunter au niveau des États, puis recréer une dette trop lourde au niveau de l'Union européenne pour financer des choses qui ne sont pas forcément très utiles, bah, ça pose un problème, hein. On voit que, par exemple, l'Italie a un énorme problème, donc le pays de Mario Draghi a un énorme problème pour financer, pour trouver des projets utiles avec toute la manne européenne qu'elle a reçue. Elle a plus de 200 milliards d'enveloppes de prêts et de subventions, et elle a du mal à trouver des bons projets à financer et à dépenser l'argent correctement. Donc, vous voyez, tous ceux qui ne veulent pas de nouveaux financements européens, qui vous disent vous allez créer un super État fédéraliste alors que nous, on veut garder des États-nations souverains, bah, voyez, on a fait des financements et on sait, les États savent même pas comment bien les dépenser. Donc, commençons par dépenser l'argent qui est déjà dans les caisses et puis on verra plus tard. Et puis, par ailleurs, on ne fera pas de financement commun si les États, comme la France, ne sont pas capables de tenir leurs finances publiques et que nous, on se retrouve à payer pour les États qui seraient trop cigales. Et donc cette idée-là, elle est extrêmement compliquée à mettre en œuvre et ça passe sans doute par le fait que la France déjà fasse ses travaux chez elle. Hmm. Et donc voilà, on voit il y a beaucoup d'obstacles politiques, mais là, je crois la qualité du rapport de Mario Draghi, c'est aussi d'aborder des points institutionnels. Et en fait, son rapport, ça nous renvoie à est-ce qu'on veut plutôt aller vers plus d'Europe fédérale et élargir les sujets de majorité qualifiée, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de l'unanimité pour décider, on n'a plus besoin de l'unanimité pour décider d'un sujet de fiscalité, pour éventuellement harmoniser la fiscalité au niveau européen. Mais donc, ça veut dire que les États membres pourraient se retrouver, certains États membres se retrouver en minorité. Et donc, par exemple, est-ce qu'un programme comme celui de Jean-Luc Mélenchon, est-ce que Jean-Luc Mélenchon serait partant pour dire que la voie
voix de la France ne sera plus bloquante, qu'on ne va pas appliquer dans un seul pays le programme de la France insoumise. Vous voyez, ça renvoie à des tas de questions. En France, le Rassemblement national est extrêmement puissant. Est-ce que les propositions du rapport Draghi sont compatibles avec l'état des opinions publiques en Europe? Ça, c'est toute la question. Et il va falloir beaucoup, beaucoup de pédagogie pour expliquer que ça peut être effectivement, enfin, que les propositions de Mario Draghi sont les seules solutions pour ranimer la croissance en Europe. Les États membres peuvent évidemment faire des choses, améliorer le niveau de leur système éducatif, investir plus pour la recherche et développement, mais si on ne le fait pas à l'échelle européenne, si on ne fait pas des coopérations avec des Mais projets ça peut européens, créer ou par exemple. pas, Marc, ça peut créer un électrochoc, ça peut provoquer un sursaut au sein de la Commission parce que c'est Mario Draghi, ancien président de la BCE, ancien président du Conseil italien, qui porte ce... Ou est-ce que dans une semaine, on n'en parlera plus de ce rapport? Malheureusement, on voit que le contexte politique n'est pas extrêmement favorable, hein, puisque au Parlement européen, il vient d'avoir des élections, hein. Il y a quand même eu une percée des partis de droite extrême ou nationalistes. Et donc, c'est sûr qu'un saut dans l'achèvement du marché unique, un saut vers plus de fédéralisme européen, c'est extrêmement compliqué. Le seul espoir, c'est que, encore une fois, c'est Mario Draghi qui le dit et que les chiffres qu'il montre les tendances qu'il dessine sont extrêmement impressionnantes. Là, l'Europe est en train de décliner et de se faire manger par les États-Unis et par la Chine. Et ce qu'on peut noter dans ce rapport, c'est qu'il y en a pour plusieurs camps. Il y a le camp de ceux qui disent il faut dépenser plus, il faut de l'investissement en commun. Donc ça, c'est plutôt la gauche. Et puis des choses qui sont plutôt que pourrait plutôt reprendre la droite. Le souci quand même d'une certaine compétitivité, le fait qu'il faille produire, le fait qu'il faille réduire la bureaucratie européenne et les réglementations. Donc chacun peut trouver un petit peu de quoi se nourrir et c'est peut-être une voie de passage pour ce rapport. Mais encore une fois, comme je disais, l'Union des marchés de capitaux, par exemple, ça fait 10 ans qu'elle est discutée, ça fait 10 ans qu'on n'arrive pas à orienter l'épargne européenne vers le financement des entreprises européennes. Ça me paraît compliqué d'arriver je sais pas, en un an à changer totalement la donne. Il faut voir que ces réformes prendront 4-5 ans et il va falloir savoir comment garder l'élan de la présentation de ce rapport et ça, c'est extrêmement compliqué. Allez, merci beaucoup. Explication signée Marc Vigneault, journaliste à l'Opinion. Merci Marc, bonne journée. Merci David. Au revoir.